370 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires mondial que devrait atteindre en 2020 le secteur de la minceur et de la perte de poids. Conseils, livres, aliments spécifiques, substituts de repas, compléments alimentaires, avec 9% de croissance moyenne par an, ce marché ne connaît pas la crise. Avec de tels résultats, on pourrait s'attendre à un minimum de retour sur investissement pour les consommateurs. Et pourtant, aucun autre secteur ne peut à la fois se gargariser de tels résultats économiques et présenter des résultats pratiques aussi catastrophiques. Depuis 40 ans, les chiffres de l'obésité et avec eux ceux du diabète ne cessent d'exploser partout dans le monde. 80% des personnes ayant suivi un régime amaigrissant reprennent le poids perdu. Le système continue à tourner en boucle chaque année, la presse, à commencer par les magazines féminins, font leurs gros titres du dernier régime à la mode, qui ne sont de toute façon que les mêmes méthodes recyclées depuis des dizaines d'années. Quand on regarde le rayon diététique d'une librairie, on a plutôt l'impression d'être malheureusement dans celui des religions, où il faudrait absolument choisir son culte en fonction de ses croyances, et que la démarche scientifique a depuis longtemps déserté tous ces livres. Chercher de l'information sur Internet n'est pas non plus d'une grande aide, car comment faire le tri dans cette énorme masse où chaque individu donne son ressenti personnel comme s'il avait la même valeur que les travaux scientifiques les plus rigoureux quand ils ne font pas la promotion commerciale de tel ou tel produit. J'aurais évidemment pu faire comme tant d'autres une vidéo titrée « Les 10 aliments brûle-graisse » ou bien « Les 3 secrets qu'on vous cache pour perdre du ventre », avec laquelle j'aurais certainement fait des millions de vues d'ailleurs. Mais ce n'est pas ce que je vous propose ici. J'aurais aussi pu vous donner mon avis sur tous les régimes existants, mais les régimes ne sont pas le vrai sujet. Cela reste une conséquence du véritable problème de fond. Non, la véritable question à laquelle il faut répondre avant tout, celle qui est la mère de toutes les batailles, pour sortir enfin de cette explosion mondiale de l'obésité qui nous conduit droit dans le mur, c'est pourquoi on grossit. Pour répondre à cette question, je vous propose donc une série de 3 vidéos dans lesquelles nous allons passer en revue méthodiquement les différentes explications possibles du surpoids et de l'obésité. Dans cette première vidéo, après avoir fait un état des lieux pour savoir de quoi on parle exactement, nous verrons si la génétique ou les calories sont responsables. Dans la prochaine vidéo, nous enquêterons sur les glucides et les lipides pour voir s'il y a un coupable idéal entre le gras et le sucre. Et enfin, dans la troisième vidéo, nous regarderons en détail le fonctionnement du cerveau dans lequel, comme vous le verrez, nous trouverons peut-être les réponses à cette question pourquoi on grossit. J'ai donc volontairement laissé de côté tous les paramètres individuels, nourriture émotionnelle, prise de médicaments, problèmes de santé spécifiques, car ils ne concernent pas notre recherche des causes plus globales. Pour réaliser cette série, j'ai passé des mois à éplucher toute la littérature scientifique sur le sujet, des centaines d'études représentant des milliers de pages que vous trouverez évidemment en référence sous chacune des vidéos, des centaines d'heures de conférences et de débats des meilleurs experts mondiaux pour vous montrer ma vision de la vulgarisation scientifique et ce que je vais chercher à vous proposer à partir de maintenant, c'est-à-dire vous donner un discours clair, argumenté, sourcé, vous donnant, je l'espère, accès à l'information la plus pointue et la plus objective possible. Il ne s'agit donc absolument pas de vous donner mon avis personnel, même si on peut toujours débattre, bien entendu, de l'interprétation de tel ou tel résultat. Mon avis, on s'en fiche royalement. Je me base sur les travaux de ces experts que vous trouverez en référence, des gens bien plus compétents et intelligents que moi. Il ne s'agit pas non plus de me cacher derrière le mot science pour défendre toutes mes idées reçues, je laisse ça à d'autres. Beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, à force d'entendre les médias chaque semaine qu'une nouvelle étude contredit la précédente, pensent que tout est relatif. Certains en profitent d'ailleurs pour ne sélectionner que les études qui vont dans leur sens, pour défendre leur point de vue sans aucune volonté de remise en cause. Car il faut bien comprendre une chose, la démarche scientifique, ce n'est pas prendre en compte que ce qui nous arrange. Chaque étude s'inscrit dans un contexte. Ce n'est qu'une pièce d'un énorme puzzle. Il faut regarder l'image globale pour tester chaque hypothèse, et c'est ce que nous tenterons de faire ici. Une dernière remarque pour terminer cet avant-propos. Je sais que beaucoup d'entre vous, surtout si vous avez perdu du poids grâce à lui, ont des sentiments très forts sur tel ou tel modèle alimentaire. Si cela a fonctionné pour vous, c'est formidable, vraiment. C'est le plus important. Mais si un régime a été un succès sur vous en éliminant tel ou tel aliment,
ça ne vous permet pas de dire qu'ils sont la cause de l'obésité pour tout le monde. Même en étant le meilleur scientifique du monde, il est impossible de déterminer quels facteurs sont réellement à l'œuvre dans son unique cas personnel. Je vous demande donc avec bienveillance d'essayer de mettre de côté vos idées reçues, qui sont compréhensibles encore une fois par rapport à votre expérience, mais qui ne s'inscrivent pas dans la démarche pour comprendre les causes plus globales de l'obésité au niveau des populations. Et je rappelle évidemment que critiquer des idées, ce n'est jamais, jamais s'attaquer aux personnes. C'est malheureusement quelque chose de parfois oublié en nutrition, où certains font de leur modèle alimentaire un des fondamentaux de leur identité personnelle et donc peuvent avoir du mal à s'en séparer. Avant de rentrer dans le détail des différentes théories autour des causes de l'obésité, regardons rapidement la situation actuelle pour savoir déjà de quoi on parle et si l'on est vraiment face à une crise sanitaire sur ce sujet. Un indice, la réponse est oui. Pour faire simple, partons de la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui décrit donc le surpoids et l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Ces risques accrus pour la santé sont principalement le diabète de type 2, qui est associé à l'obésité dans 80% des cas, l'hypertension artérielle, l'excès de lipides dans le sang, les problèmes cardiovasculaires, des maladies respiratoires ainsi que des maladies articulaires comme l'arthrose. L'obésité est en outre associée à un risque accru de certains cancers, en particulier de cancer de l'endomètre chez les femmes. Je vais reprendre surtout la position la plus récente de la World Obesity Federation, que je trouve plus précise et qui définit l'obésité plutôt comme un processus de maladie, c'est-à-dire que ce n'est pas binaire, ce n'est pas une maladie que l'on a ou pas, mais plutôt une continuité, un processus graduel sur lequel on pose un diagnostic quand une limite arbitraire est dépassée, comme pour la tension artérielle ou le cholestérol si vous voulez. Bref, c'est complexe, mais ce que l'on peut dire à la rigueur, et qui va être en lien direct avec la suite de la vidéo, c'est que c'est une maladie qui est avant tout une adaptation à notre mode de vie moderne, comme je vais vous l'expliquer. Il est parfaitement logique d'observer cette prise de poids mondiale et massive dans un contexte où notre biologie et surtout notre cerveau sont en décalage total avec notre environnement. Pour finir avec les définitions dans les études épidémiologiques, on classe les personnes selon leur IMC, indice de masse corporelle, égal au poids divisé par la taille au carré. Selon l'OMS, une personne est classée comme ayant un IMC normal entre 18,5 et 25, en surpoids entre 25 et 30, obèse au-delà de 30 et en maigreur en dessous de 18,5. Cet indice a bien sûr des défauts sur lesquels je vais revenir dans quelques instants, mais considérons pour le moment qu'il est suffisant pour observer les grandes tendances dans la population générale. Que disent ces tendances justement? Si je prends les données les plus récentes disponibles au moment où j'écris cette vidéo, notamment l'étude parue dans le New England Journal of Medicine, réalisée sur 195 pays pendant 25 ans, aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 100 millions d'enfants obèses et plus de 600 millions d'adultes. Si on ajoute les personnes en surpoids, c'est un tiers de la population mondiale qui est considérée soit en surpoids, soit obèse. C'est-à-dire que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, il y a presque 3 fois plus de monde touché par le surpoids que souffrant de la faim, puisqu'on estime à environ 800 millions de personnes ceux qui sont sous-alimentés. En 35 ans, le taux d'obésité a doublé dans plus de 70 pays et a continué de progresser dans quasiment tous les autres. Et aucun, absolument aucun pays au monde n'a réussi à inverser cette tendance. Même si historiquement les pays développés ont représenté l'essentiel des personnes souffrant d'obésité, surtout les pays anglo-saxons avec notamment les États-Unis qui ont le plus grand nombre d'adultes obèses, avec 80 millions de personnes, les autres pays ont rattrapé leur retard à vitesse grand V, notamment la Chine qui compte aujourd'hui près de 60 millions d'obèses et qui a un taux de diabète qui a explosé en 20 ans, avec un adulte chinois sur deux qui souffrirait de diabète ou de prédiabète. Les pays du Moyen-Orient sont aussi fortement concernés, avec surtout les femmes, comme en Égypte qui compte 35% de ses adultes obèses, 33% en Arabie Saoudite ou 48% au Qatar. L'Amérique du Sud est très touchée aussi, à commencer par le Brésil, où le taux d'obésité est de 20% et un adulte sur deux est en surpoids. En Europe, les pays les plus touchés sont Malte, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne ou la Finlande.
et le pays le moins touché est la Roumanie. Pour finir sur ce panorama général, en dehors des pays les plus pauvres du monde comme le Timor oriental ou le Bangladesh, il n'y a que deux pays développés qui ont réussi à maintenir une obésité faible, ce sont le Japon et la Corée du Sud, avec respectivement un taux de 4 et 5%, mais le surpoids gagne tout de même progressivement du terrain, surtout chez les hommes. Autre précision importante, tous ces chiffres ne reposent que sur des données du poids des personnes à un instant T, ce qui ne permet pas de prendre correctement en compte celles qui ont été obèses à un moment antérieur de leur vie. Pour prendre un autre exemple, il faut savoir que dans les études sur le tabagisme, on classe les gens en trois catégories: fumeurs, ex-fumeurs ou jamais fumeurs, ce qui permet de bien prendre en compte les effets sur la santé de la cigarette, même après l'arrêt du tabac. Si on prenait en compte de la même manière les personnes qui ont été obèses au cours de leur vie, on se rendrait compte qu'il y a encore plus de personnes touchées, sachant que même après être revenu à un IMC normal, les anciens obèses gardent statistiquement un risque plus élevé que ceux ne l'ayant jamais été sur certaines maladies liées normalement à l'obésité. Enfin, faisons un petit zoom sur la France qui est un cas intéressant. Dans l'imaginaire collectif, beaucoup de personnes pensent que l'on mange forcément sainement ici. Comment pourrait-il en être autrement avec une gastronomie inscrite au patrimoine mondial? Mais même s'il est vrai que notre culture alimentaire nous a protégés un peu plus que dans d'autres pays comme les États-Unis, au final nous sommes touchés comme tout le monde. Les données les plus récentes issues de la cohorte Constance montrent que le taux d'obésité global est identique chez les deux sexes, de 15,8% chez les hommes et 15,9% chez les femmes, à comparer aux 4% en 1960. On a donc multiplié par 4 en 50 ans. Par contre, la différence est que le surpoids est de 41% chez les hommes et 25,3% chez les femmes, mais l'obésité abdominale, qui est considérée comme le fait d'avoir un tour de taille supérieur ou égal à 94 cm pour les hommes et 80 cm pour les femmes, est elle de 41,6% chez les hommes et 48,5% chez les femmes. Cela signifie qu'il y a de nombreuses femmes qui ont un IMC inférieur à 25, qui ont un poids total considéré comme normal, mais qui ont en fait des graisses presque exclusivement accumulées dans la zone abdominale, ce qu'on appelle les graisses viscérales et qui sont les plus dangereuses pour la santé, comme je vais vous l'expliquer juste après. Autre donnée intéressante, si on classe le taux d'obésité par niveau de revenu comme sur ce graphique, on voit clairement que plus le revenu est faible, plus le risque d'obésité est grand. La pauvreté est clairement un facteur de risque dans les pays dits développés. En résumé, des chiffres pour vous montrer la gravité de la situation dans le monde, en France comme ailleurs, et qu'il est donc vital de trouver des solutions radicales, mais à partir des bonnes connaissances, ce que l'on va faire dans cette série de vidéos. Mais l'urgence est plus que réelle, puisqu'au-delà des problèmes de santé des individus, ce sont les systèmes de santé de tous les pays qui vont exploser sous le coup des problèmes liés à l'obésité. On estime par exemple pour la France le coût social de l'obésité, dépenses de santé, absentéisme au travail, à plus de 20 milliards d'euros par an. Et aux États-Unis, l'un des pays les plus concernés, les travaux les plus récents estiment que les maladies chroniques liées à l'obésité représentent désormais un coût de 1716 milliards de dollars, soit 9% du PIB. Entendez bien ce que je vous dis. On ne fait aucun jugement de valeur sur les individus ici. Mais vous comprenez bien que cette question de l'obésité et du surpoids, qui est un facteur majeur de nombreuses maladies chroniques, n'est pas qu'une question individuelle, à partir du moment où nous sommes dans des systèmes de santé mutualisés et en plus où ce que l'on mange a des impacts autres que la santé, modèle agricole, environnement, etc. Et je précise évidemment que ces choix alimentaires et leurs conséquences concernent absolument tout le monde, pas seulement les personnes en surpoids. Il est donc d'autant plus fondamental que dans chaque pays, la société dans son ensemble prenne à bras-le-corps ce sujet et y apporte de vraies réponses une bonne fois pour toutes, plutôt que de pointer du doigt ceux souffrant d'obésité ou de surpoids en les laissant à la merci à la fois d'un environnement débordant de calories et des marchands de régimes bidons et de poudre de perlimpinpin juste bons à remplir les poches de ceux qui les vendent. C'est pour cela que, dans ma conclusion à la fin de cette série, je vous donnerai les quelques clés de tout ce que chacun peut faire au niveau individuel, d'après toutes les données scientifiques que l'on aura passées en revue, mais je vous donnerai aussi les actions radicales à mettre en place selon moi au niveau politique et économique, car sans ces dernières, aucun changement durable ne sera possible. Juste un mot rapide sur l'IMC et les méthodes de mesure de l'obésité.
C'est important que je vous donne quelques précisions parce que je sais que l'IMC est très critiqué par certains et je pense qu'il est important de clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Comme je le disais, l'indice de masse corporelle est calculé en divisant le poids par la taille au carré. Donc par exemple, si vous faites 1,70 m et 63,5 kg, vous avez un IMC de 22. Si on utilise ce critère pour les études épidémiologiques, l'étude des populations globales, c'est parce que la taille et le poids sont des données faciles à récupérer par rapport à d'autres critères qui seraient plus longs et plus coûteux à mesurer. Il y a eu plusieurs travaux qui ont cherché à vérifier la validité de l'IMC en le comparant par exemple au taux de masse grasse des individus pour voir s'il était correctement classé. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique avec l'exemple des États-Unis, si on place une limite abstraite à 25% de masse grasse chez les hommes, on voit bien que 80% des individus sont en accord avec leur IMC. Il y a juste une petite minorité qui a un IMC normal mais un taux de masse grasse élevé, et inversement, quelques-uns qui ont aussi un IMC un peu élevé mais un taux de masse grasse normal, certainement des sportifs plus musclés que la moyenne. Chez les femmes, même résultat, l'IMC colle bien à la réalité dans plus de 80% des cas, avec une différence, moins de femmes plus musclées que la moyenne et surtout une minorité de skinny fat, des personnes maigres mais avec un taux de masse grasse élevé, vraisemblablement des graisses abdominales essentiellement comme on l'a vu juste avant avec les chiffres en France. C'est donc clairement un outil valable pour mesurer l'obésité sur les populations globales et même s'il y a une légère imprécision, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les tendances qui, elles, ne font aucun doute. Mais par contre, bien entendu, l'IMC n'a pas beaucoup de pertinence pour un individu, surtout s'il est considéré seul, ce qui est encore parfois le cas. Comme je le disais, il suffit d'être sportif et d'avoir une masse musculaire pour avoir un IMC supérieur à 25. Si je prends par exemple le champion du monde de judo Teddy Riner, qui fait 131 kg pour 2,04 m, il a donc un IMC de 31,5, ce qui le classerait comme obèse, ce qu'il n'est évidemment pas. Les pratiquants de sport comme la musculation, le crossfit, l'haltérophilie, qui ont une masse musculaire bien développée, peuvent aussi facilement avoir un IMC supérieur à 25 malgré un taux de masse grasse faible. Donc l'IMC n'est clairement pas adapté à la catégorie des sportifs, c'est juste un outil simple et pratique dont il ne faut pas attendre trop non plus. Et encore une fois, pour un individu, il faut prendre en compte plusieurs critères pour juger de sa santé métabolique, tels que le tour de taille, le taux de masse grasse, le taux de cholestérol, de triglycérides, la tension artérielle, etc. Un autre problème de l'IMC est la différence de risque entre populations, entre groupes ethniques. C'est-à-dire que pour un même IMC, certaines populations ont plus de masse grasse et sont donc plus à risque que d'autres de développer du diabète ou d'autres problèmes métaboliques, comme les Asiatiques du Sud ou les Afro-Caribéens. Certains recommandent donc de mettre la limite du surpoids à 23 au lieu de 25 pour ces populations. De même, chez les personnes âgées, toutes populations confondues, il y a une perte musculaire qui augmente avec l'âge, qu'on appelle la sarcopénie, et qui va donc entraîner un IMC plus faible chez les seniors, alors qu'au contraire, leur risque augmente. Pour finir sur ce sujet, on peut se poser la question de savoir s'il y aurait un indice facile à mesurer et qui serait statistiquement un peu plus précis que l'IMC. Et c'est justement la question à laquelle viennent de répondre des chercheurs anglais en comparant les différents indices existants. Résultat, c'est le ratio tour de taille sur la taille totale qui est statistiquement le plus précis. Si par exemple vous mesurez 1,80 m et que votre tour de taille mesuré au niveau du nombril est de 90 cm, cela vous donne un ratio de 0,5. Pour votre info, si vous voulez vous tester, on considère que l'on est en obésité avec un ratio supérieur à 0,53 pour les hommes et 0,54 pour les femmes, et que pour être en bonne santé, il faut idéalement rester au-dessus de 0,5. Autre précision intéressante, d'après cette étude, si l'on considère ce ratio, il y aurait de nombreuses personnes en plus considérées comme obèses par rapport au classement via l'IMC, ce qui signifie que la situation est certainement pire que celle décrite par tous les chiffres que je vous ai cités précédemment. Dans tous les cas, même si les grandes tendances décrites via l'IMC sont réelles, il serait à l'avenir, je pense, plus intéressant d'utiliser ce ratio tour de taille sur la taille pour en faire progressivement le nouveau standard. Dernière question fondamentale à se poser avant de rentrer dans les causes de l'obésité, est-ce que l'on peut être en surpoids ou obèse et en bonne santé?
Je ne parle évidemment pas ici d'avoir un IMC plus élevé en raison de sa masse musculaire, je parle bien de celles et ceux ayant une masse grasse plus importante, les classant dans le surpoids ou l'obésité. C'est ce qu'on appelle, pour certains, le paradoxe de l'obésité. Cette idée vient en fait de quelques études d'observation qui montraient que les personnes en surpoids avaient un risque de mortalité globale légèrement inférieur à celle de poids normal ou obèse. Des études qui avaient jeté un sacré pavé dans la mare à l'époque de leur parution en 2005 et 2013, pour les plus connus, car cela changerait complètement la donne sur l'urgence ou non de combattre le surpoids et rien ne ferait plus plaisir aux industriels de l'agroalimentaire qui pourraient dire que finalement leurs produits ultra transformés ne sont pas mauvais pour la santé même s'ils font grossir. En fait, ce paradoxe de l'obésité n'existe pas du tout, tout simplement. Comme je vais vous l'expliquer. Bien sûr, on peut toujours trouver des cas individuels de personnes en surpoids ou obèses, mais ayant des marqueurs métaboliques normaux à un instant T, mais il s'agit de personnes ayant certainement une activité physique et une masse musculaire tout de même supérieure à la moyenne, une masse graisseuse probablement répartie dans tout le corps plutôt que principalement au niveau abdominal, et d'autres bonnes habitudes d'hygiène de vie. Mais, et c'est un point fondamental, des marqueurs biologiques normaux aujourd'hui ne signifient pas que le risque pour certaines maladies n'est pas augmenté à moyen et à long terme. Plusieurs études épidémiologiques très récentes ont montré clairement que chez les sujets en surpoids ou obèses, sans problème métabolique à un instant T, le risque de développer des problèmes, surtout cardiovasculaires, dans le futur était clairement accru. Bref, pour en finir rapidement avec ces études qui pensaient prouver ce paradoxe, il y avait en fait un vrai problème de méthode. Premièrement, il s'agit d'études se basant sur les données d'indice masse corporelle, sans considérer la masse grasse ou le tour de taille, et c'est là que le seul IMC montre clairement ses limites, comme on l'a évoqué juste avant. Ensuite, il faut prendre en compte que certaines maladies comme le diabète ou le cancer peuvent entraîner une perte de poids, parfois plusieurs années avant la détection de la maladie, ce qui fait que vous pouvez être passé de la catégorie en surpoids à celle de poids normal, mais que votre maladie, si elle est détectée plus tard, sera associée à votre IMC normal, ce qui fausse donc grandement ces analyses. Pour éviter ces erreurs, Andrew Stokes, un chercheur de l'école de santé publique de l'université de Boston, a fait un travail remarquable en prenant en compte non pas simplement l'IMC à un instant T, mais l'historique du poids des patients, et notamment le poids maximum jamais atteint dans la vie. Et ces résultats sont clairs. Les personnes ayant le risque de mortalité le plus faible sont celles qui non seulement ont un poids normal, mais surtout le gardent toute leur vie. Par ailleurs, on peut trouver tout de même des études qui se sont intéressées aux personnes obèses ou en surpoids, mais sans aucun autre problème métabolique apparent, et elles montrent bien que sur le long terme, 10 ans ou plus, le risque de mortalité et de problèmes cardiovasculaires est clairement augmenté chez ces personnes-là aussi. Au final, d'un point de vue global et statistique, il n'y a pas de paradoxe de l'obésité, à tel point que certains chercheurs demandent désormais que ce terme soit carrément banni des revues médicales pour éviter toute confusion du public. Je redis encore une fois que l'on peut toujours trouver des cas particuliers sur tous les sujets, comme un tel qui a fumé toute sa vie sans problème, donc l'exemple de votre grand-père qui pesait 120 kilos et qui est mort à 95 ans, je suis désolé mais on s'en fiche. Et je rappelle encore une fois que l'on parle ici de données scientifiques, de faits. Il ne s'agit pas d'avoir un jugement moral sur les individus. De l'autre côté, la somme des études montrant des risques et une mortalité clairement accrue par l'obésité pour toute une série de maladies est-elle plus que conséquente, comme vous pourrez le voir dans la longue liste de références de cette vidéo. J'ai cité ces risques rapidement en début de vidéo, mais je les reprécise ici. Mortalité cardiovasculaire, diabète, problèmes rénaux, certains cancers comme ceux du système digestif, de l'endomètre et du sein chez les femmes, de la prostate chez les hommes. Juste pour vous donner une idée, on estime qu'aux États-Unis, environ 100 000 cas de cancer par an sont dus au surpoids et à l'obésité et aux 2 tiers des femmes. Des problèmes respiratoires, asthme, apnée du sommeil, etc. Les ovaires polykystiques pour les femmes, la maladie d'Alzheimer, la schizophrénie, le syndrome bipolaire et aussi un problème souvent oublié, le déclin accéléré des fonctions physiques et de la mobilité, c'est-à-dire la perte d'autonomie, la
plus rapide avec l'âge, un problème très important dans une société où la question de la dépendance des personnes âgées est un des grands enjeux des années à venir. Encore une fois, au-delà d'un surpoids global, c'est-à-dire le fait d'avoir une masse grasse répartie dans tout le corps, de la graisse sous-cutanée, c'est surtout l'obésité abdominale qui est de loin le plus gros facteur de risque. Ces graisses viscérales qui entourent les organes sont clairement les plus dangereuses pour la santé. Pour finir sur une note positive, si jamais vous êtes concerné par un surpoids ou une obésité, il est évident que même si dans un monde idéal il faudrait garder un poids normal et constant toute sa vie, vous gagnerez toujours d'énormes bénéfices pour votre santé en perdant votre masse grasse, surtout abdominale. Et il faut savoir qu'il ne faut pas réfléchir en mode binaire. Si par exemple vous pesez 120 kg et que vous savez que votre poids de forme auparavant était autour de 60 kg, ce n'est pas du tout ou rien. Vous n'allez pas avoir des effets bénéfiques uniquement que si vous atteignez ces 60 kg. Des chercheurs ont montré que même une première perte de poids de 5%, donc juste 6 kg dans mon exemple, permettait d'augmenter la sensibilité à l'insuline. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas croire que si jamais vous n'atteignez pas 100% de votre objectif en un coup, vous avez échoué. Tout pas fait dans la bonne direction est bon à prendre. Et de toute façon, une perte de poids importante est rarement une ligne droite et continue. En raison de différents mécanismes de régulation dont on va parler juste après, le plus important sera d'éviter l'effet yo-yo, les pertes puis les reprises de poids qui sont très dommageables, elles, comme on va le voir. D'autre part, il y a évidemment d'autres critères que le poids pour la santé. Si, comme je le disais, le paradoxe de l'obésité n'existe pas, cela ne doit certainement pas empêcher de jouer sur ces autres facteurs, et je pense surtout à l'activité physique. On va parler en détail de l'activité physique dans le chapitre sur les calories, mais il ne faut pas forcément se mettre au sport avec comme objectif unique ou principal de perdre du poids, car les bénéfices de l'activité physique sont énormes. Même si vous restez exactement au même poids, mais que vous passez d'un mode de vie totalement sédentaire à du sport suffisamment intense 4 fois par semaine, vous allez améliorer fortement votre santé cardio-respiratoire. Juste une parenthèse rapide sur la vision qu'on peut avoir des personnes en surpoids et surtout obèses dans nos sociétés. Comme je l'ai dit, cette vidéo ne s'intéresse qu'aux aspects santé et nutritionnels. Mais comme pour écrire cette vidéo, j'ai forcément lu aussi de nombreux travaux et avis d'experts sur les aspects plus sociologiques et psychologiques. Je voudrais juste insister sur le fait que si l'objectif est de lutter contre la montée de l'obésité, voire d'inverser la tendance, la solution n'est certainement pas de stigmatiser et pointer du doigt ceux qui en souffrent. Car plusieurs travaux montrent clairement que plus les gens se sentent discriminés par leur poids, plus ils consomment de calories et plus ils prennent encore plus de poids, donc c'est contre-productif. Quelle approche prendre ensuite au cas par cas, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je m'arrêterai là. En conclusion de cette première partie, j'espère que ce panorama de l'obésité dans le monde aujourd'hui et de ses conséquences vous aura convaincu de la gravité de la situation et de l'urgence absolue d'agir aussi bien au niveau individuel que collectif via des décisions suffisamment radicales et courageuses pour changer de direction. Mais pour cela, il va d'abord falloir se mettre d'accord sur les causes profondes de cette épidémie d'obésité. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec l'une des explications souvent avancées dans l'épidémie d'obésité, à savoir le facteur génétique. Un bel exemple de sujet sur lequel on entend malheureusement énormément de bêtises et où il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a 3 points à retenir dans cette partie. Oui, il y a des différences génétiques entre populations ou entre individus qui expliquent une sensibilité plus ou moins forte à développer du surpoids ou du diabète. Par contre, il n'y a pas un gène unique, mais au moins une centaine qui ont un lien avec l'obésité. Mais cette sensibilité n'est en rien la cause originelle de l'épidémie d'obésité. Elle n'explique pas le pourquoi, car nous pourrions faire la remarque que nos grands-parents et arrière-grands-parents avaient la même génétique que nous. Il n'y a pas eu de changement réel en 2 ou 3 générations, et ceux-ci ne souffraient pas du tout d'obésité. Et comme nous le verrons dans les parties suivantes, il faut un environnement propice, un contexte pour développer cette obésité, et contrairement à la génétique, l'environnement est un levier sur lequel nous pouvons agir. Il existe effectivement des travaux préliminaires sur des animaux montrant une hérédité épigénétique chez les enfants de parents ayant eu une alimentation obésogène, via une altération des gamètes, bien que cela demande encore confirmation chez l'homme. Pour faire simple,
Il est probable que l'on hérite de nos parents une susceptibilité plus grande à l'obésité si eux-mêmes étaient obèses lors de notre conception, ce qui est donc un petit peu différent que d'avoir des gènes qui se transmettraient automatiquement de génération en génération, indépendamment de l'état de santé des personnes. Dans les travaux les plus récents à date, des chercheurs ont aussi montré que les nouveau-nés de parents obèses avaient des télomères plus courts que les bébés issus de parents avec un poids normal, équivalent à un âge biologique supérieur de 12 à 17 ans. Pour rappel, les télomères sont l'extrémité des chromosomes qui raccourcissent avec l'âge et sont donc un bon indicateur du vieillissement. Je mettrai tout de même un très léger bémol pour cette partie sur les causes réelles. Difficile de distinguer la génétique de problèmes de carence nutritionnelle pendant la grossesse, par exemple. Il existe aussi bien sûr des facteurs de risque génétiques à proprement parler, avec des polymorphismes, formes différentes pour un même gène, sur des gènes jouant un rôle dans la dépense énergétique, le métabolisme des graisses, la répartition des nutriments, l'attirance pour certaines saveurs, etc. Au final, on estime aujourd'hui donc à une centaine ces gènes liés à l'obésité, mais cette génétique va déterminer le degré de susceptibilité aux facteurs favorisant l'obésité. Elle ne garantit pas celle-ci sans le contexte adéquat. On cite souvent le chiffre de 70% de l'obésité qui serait dû à la génétique. Mais c'est un peu absurde de citer tel quel ce chiffre, ou alors ceux qui le font ne comprennent pas de quoi ils parlent. Ce chiffre est plutôt faux en tant que valeur absolue, car il est à la rigueur valable dans un contexte unique, c'est-à-dire si on compare des personnes vivant dans le même environnement, avec la même nourriture à disposition. Mais si l'on s'amusait à comparer des contextes différents, par exemple les pays avec les plus fortes taux d'obésité face à ceux ayant les plus faibles, ou même les groupes humains ne souffrant pas d'obésité comme les peuples ayant gardé leur mode de vie ancestral, il est absolument évident que l'environnement serait démontré comme le facteur majeur. Un des meilleurs exemples sont les peuples traditionnels du Pacifique, les Polynésiens, où les longs voyages en bateau effectués par leurs ancêtres pour coloniser les différentes îles ont entraîné une sélection qui aurait favorisé les individus stockant le mieux l'énergie. C'est ce qu'on appelle la théorie du gène d'épargne, qui fait encore débat. Mais ce qui a été vraisemblablement un avantage de survie sans effet négatif dans un contexte où la recherche de nourriture demandait toujours un effort physique et où ils conservaient leur alimentation traditionnelle, est devenu problématique depuis la diffusion du régime occidental après la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes les bases américaines notamment implantées dans la région. Contrairement à nous, qui avons eu 150 ans environ pour nous habituer progressivement à nos produits industriels, eux, presque du jour au lendemain, ont eu en abondance des produits ultra transformés importés des États-Unis, de l'Australie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi allait-il se fatiguer à aller pêcher, cueillir des fruits et légumes ou monter chercher des noix de coco quand il suffisait désormais d'aller au supermarché du coin, ce qui a donc en plus entraîné une chute drastique de leur activité physique. Et en fait, le contexte dans ces îles est devenu une caricature négative de la mondialisation, avec des États qui reçoivent pour certains des subventions, mais ont des balances commerciales ultra déficitaires avec toute la nourriture importée et ayant abandonné leur production locale. Et au final, aujourd'hui, on se retrouve avec un taux cumulé surpoids et obésité absolument délirant. Chez les adultes, c'est 74% dans les îles Cook, 78% dans les Samoa et les Tonga et plus de 83% sur l'île de Nauru. Un autre exemple pour que vous compreniez bien le rôle fondamental de l'environnement face à la génétique, avec les Indiens Pima, un peuple amérindien dont le territoire s'étalait du nord du Mexique au sud des États-Unis, Arizona. Les premiers contacts avec les Européens eurent peu d'influence sur leur mode de vie, jusqu'à la ruée vers l'ouest à partir de 1848 et le rachat du sud de l'Arizona par les USA au Mexique en 1853. À partir de là, les tensions entre colons américains et indiens vont devenir de plus en plus grandes, et après la guerre de sécession, ces derniers vont voir leur territoire de plus en plus réduit pour finir confinés dans les réserves. Dans ces conditions, il était déjà difficile de maintenir leur culture traditionnelle, maïs, haricots, etc. Et ils dépendaient de plus en plus des produits américains. Mais dans les années 20, le coup de grâce est donné avec la construction d'un barrage sur la rivière Salée, en amont de la zone d'habitation des Pima, qui s'était toujours reposé sur cette rivière pour vivre. Rivière qui était déjà bien tarie avec les colons qui l'utilisaient en amont pour leurs champs.
et qui se retrouvaient donc sans aucune source d'eau douce, avec l'impossibilité définitive d'irriguer leurs terres ou de pêcher. Certains PIMA estiment même qu'il s'agissait d'une stratégie délibérée du gouvernement américain pour les affamer, comme cela fut le cas pour les Amérindiens des plaines avec le massacre des bisons au XIXe siècle, passage de 30 millions de bêtes au XVIe siècle à moins de 100 en 1890, soutenu par l'armée américaine pour notamment affaiblir les Indiens en les privant de leur principale source alimentaire, aussi pour des raisons commerciales. Bref, aujourd'hui, les Pimas d'Arizona ont une alimentation basée sur les produits ultra transformés, venus hors des réserves à base de farine raffinée, de sucre, de conserve, de graisse hydrogénée, etc. Et ont l'un des taux de diabète de type 2 les plus élevés au monde, 38%, et un taux d'obésité de plus de 70%. Pourquoi je vous raconte tout cela? Car de l'autre côté de la frontière, au Mexique, un autre groupe de Pima a gardé, lui, en grande partie son mode de vie traditionnel, avec des statistiques bien différentes. 7% seulement de taux de diabète et 14% pour l'obésité. Si ces deux populations sont très étudiées par les chercheurs, c'est parce qu'elles possèdent un génome quasi identique, ce qui est une occasion unique de distinguer les effets de l'environnement. Même si on pense que les Pimas ont, comme les Polynésiens, le gène d'épargne, des gènes qui favoriseraient plus que la moyenne le développement de l'obésité et du diabète, encore une fois, ce génome ne peut exprimer ses effets négatifs que dans le bon contexte. Les Pimas du Mexique ont donc une alimentation, eux, qui est restée à base de maïs, haricots, courges, figues de Barbarie, gibier, etc. Ils sont également plus actifs physiquement que leurs cousins américains. À noter que cela n'a rien à voir avec la répartition des macronutriments, puisque dans les deux cas, l'alimentation est à 60-70% basée sur les glucides et pauvre en graisse. Ce qui change avec les Pimas américains, c'est qu'au-delà de la baisse de l'activité physique, l'abondance de produits transformés faciles d'accès et qui ont une hyperpalatabilité, terme que je vais définir en détail dans la troisième vidéo, incite à leur surconsommation et donc à un apport calorique excédentaire, conséquent et chronique. Je viens de vous parler de comparaison entre populations, mais une façon de vous illustrer cette fois-ci le rôle de la génétique dans les différences entre individus, c'est de regarder les études réalisées sur de vrais jumeaux. Une des plus célèbres est celle du docteur Claude Bouchard en 1990, qui avait recruté avec son équipe 12 paires de jumeaux identiques, des hommes, déterminé leurs besoins énergétiques pour maintenir leur poids et qui a augmenté les apports de chacun d'entre eux de 1000 calories par jour pendant 84 jours. Tous les participants ont gagné du poids, mais avec des variations importantes, les gains allant de 4,3 kg à 13 kg. Le point intéressant est qu'autant il y avait une variabilité entre les paires de jumeaux, autant la prise de poids était remarquablement similaire au sein de ces mêmes paires. Si par exemple un participant gagnait 7 kg au niveau abdominal, son jumeau avait gagné à peu près le même poids au même endroit. D'autres travaux du même type vont par la suite confirmer ce rôle de la génétique dans les différences individuelles. Mais encore une fois, nous avons affaire ici à un facteur aggravant et non pas à une cause originelle et générale qui permet d'expliquer l'explosion de l'obésité au niveau des populations. Donc, pour résumer cette première théorie de l'obésité qui serait due à la génétique, comme vous l'avez compris, la réponse est clairement non en tant que cause primaire. Il y a des différences entre les populations dans le monde et entre individus au sein de ces populations, avec des gènes qui peuvent favoriser la sensibilité à certaines saveurs, à prendre des graisses abdominales plus facilement, à développer plus vite du diabète. Mais comme je vous l'ai précisé juste avant et comme nous allons le voir par la suite, c'est l'environnement le facteur déclencheur. Après, reste à s'accorder sur ce qui, dans cet environnement, est responsable. Selon moi, les choses sont donc claires, le rôle de la génétique est un sujet très important qui doit continuer à être étudié par les chercheurs, mais avec peut-être dans un avenir proche la capacité à donner des conseils vraiment individualisés. Je sais que des services de ce type émergent déjà, mais malgré leurs promesses, on est encore très très loin de pouvoir faire des recommandations solides à partir de notre génome. Mais aujourd'hui, dans la vie concrète et réelle, ce facteur génétique ne nous est pas d'une grande utilité pour faire des choix, aussi bien individuels qu'au niveau des politiques publiques, parce que le discours de ceux qui défendent mordicus le rôle central de la génétique dans l'obésité, et sans citer de nom, je pense notamment à certains professionnels de santé très médiatiques, et aussi très liés à l'industrie agroalimentaire,
Ces personnes donc défendent l'idée que finalement, comme c'est la faute à la génétique, la solution n'est clairement pas de remettre en cause l'environnement alimentaire global de nos sociétés, à commencer par les produits transformés évidemment. Vous imaginez bien que les industriels adorent ce discours et vont même le mettre en avant au maximum. Je répète encore une fois pour être parfaitement clair. Les personnes qui disent que la principale cause de l'obésité dans le monde est la génétique sont au choix soit des incompétents qui ne comprennent rien, soit des vendus aux industriels. Je sais que je vous répète sans cesse qu'il faut être nuancé, mais sur ce sujet, je ne vois pas trop d'autres explications. Et encore une fois, même si je vous disais demain que vous avez spécifiquement des gènes favorisant le développement de l'obésité bien plus que la moyenne, ce n'est pas ça qui va vous aider à faire des choix et à comprendre pourquoi, par exemple, vos grands-parents porteurs des mêmes gènes sont restés, eux, minces toute leur vie. Bref, la cause primaire et globale n'est pas là. Passons à la suite. Explication suivante sur l'origine de l'obésité, les fameuses calories, à savoir que ce serait le fait de trop manger qui nous ferait grossir, et accessoirement le fait de ne pas avoir assez de dépenses physiques. Théorie qu'on surnomme en anglais le modèle SICO pour Calories In, Calories Out, calories rentrantes et sortantes, et qui est symbolisée par le conseil ultime que l'on entend depuis des décennies, à savoir manger moins et bouger plus. Depuis 40 ans, l'essentiel du discours public et médiatique et la plupart des régimes tournent autour de ce principe. Et pourtant, il doit bien y avoir quelque chose qui cloche, qui ne va pas, étant donné que l'obésité a explosé sur la même période et plus de 80% des gens reprennent le poids perdu à long terme. Donc, soit le conseil n'est pas bon ou incomplet, soit il n'est pas suivi. Pour vous résumer ce que je vais vous raconter dans cette partie, je vais faire une analogie. Dire à une personne souffrant d'obésité qu'il suffit simplement de manger moins et de bouger plus pour perdre du poids est comme dire à une personne en train de couler dans l'eau qu'il suffirait de se noyer moins et de nager plus. C'est-à-dire que ce n'est pas factuellement faux, c'est important de le retenir, mais ça n'est pas d'une grande utilité pratique dans la plupart des cas pour aider la personne à s'en sortir. Et en tant que modèle, cela n'explique pas la cause originelle, le pourquoi elle se retrouve dans cette situation. Et donc, comme je vais vous le démontrer, ceux qui adhèrent aux deux positions extrêmes, à savoir soit que seules les calories comptent, peu importe leur origine, peu importe la qualité de l'alimentation, et que tout n'est qu'une question de volonté consciente, soit à l'autre extrême, qu'elles n'ont absolument aucun impact à partir du moment où l'on suit par exemple un régime pauvre soit en glucides, soit en graisses, soit qu'on évite tel ou tel aliment selon l'idéologie de celui qui parle. Ces personnes donc n'ont rien compris, je vais être clair là-dessus. Pour faire une autre analogie, vous pouvez choisir de ne pas croire dans la loi de la gravité. Vous pouvez vous amuser à sauter du haut d'un immeuble en étant persuadé de pouvoir voler. Cela ne l'empêche pas d'exister car les lois de la physique existent, que vous y croyez ou non. Et de même, la biologie n'a absolument rien à faire de votre opinion. Par contre, comprendre uniquement la gravité n'est pas suffisant pour faire voler un avion et il y a de nombreux autres paramètres à prendre en compte. Et donc, si le modèle SICO était à lui seul l'explication de l'épidémie d'obésité et la solution pour perdre du poids, il y a un certain nombre d'hypothèses qui devraient être validées, à savoir qu'en moyenne, les gens ingèrent effectivement plus de calories que dans le passé, qu'ils en dépensent moins également, que le contrôle des calories n'est qu'une question de volonté pure et consciente et que l'on fait nos choix alimentaires de manière totalement libre, et que le corps humain serait un système statique et basique où il suffirait de varier de temps les entrées ou les sorties pour perdre une quantité de masse grasse précise. Et comme on va le voir, c'est surtout ces deux derniers points qui sont assez faux. Avant de rentrer dans l'analyse, laissez-moi vous raconter une histoire pour vous faire réaliser les limites de ce modèle. C'est l'exemple ultime du fameux conseil manger moins et bouger plus poussé à son extrême. Aux États-Unis, il y a une émission de télé-réalité qui s'appelle The Biggest Loser, le plus gros perdant, où les participants qui sont en surpoids ou obèses doivent perdre le pourcentage le plus élevé possible de leur poids de départ afin de gagner une somme d'argent à la fin de la saison. Pour cela, ils vont être accompagnés de coachs pour les aider sur le sport et l'alimentation. Entre la pression de la télé et celle de l'argent, le manger moins était poussé à l'extrême,
avec des candidats qui consommaient en moyenne 1200 calories par jour. Cela pouvait même descendre à 500 calories certains jours, et idem pour le bouger plus, avec en parallèle 1h30 de sport intensif minimum par jour, 6 jours sur 7, et parfois jusqu'à 6 heures de sport dans la journée, avec la production qui obligeait les candidats à continuer même s'ils étaient blessés. Dans un premier temps, le modèle SICO appliqué à l'extrême a fonctionné avec des pertes de poids absolument hallucinantes en si peu de temps. Comme vous pouvez le voir sur ces photos avant-après, en 6 mois, on a assisté à des pertes allant jusqu'à 120 kg. Sauf que, une fois les caméras parties, la vraie question qui nous intéresse est de savoir si cette perte de poids était durable sur le long terme. Question que s'est posée également le docteur Kevin Hall, dont les travaux m'ont beaucoup aidé pour écrire cette vidéo, et qui a comparé avec son équipe le poids et le métabolisme des candidats entre le début de la 8e saison de cette émission, à la fin des 6 mois de la saison, et enfin 6 ans plus tard, une fois revenus depuis longtemps dans leur vie quotidienne, une réalité que ce type d'émission ne vous montrera jamais malheureusement. Et les résultats sont assez remarquables pour montrer à quel point le corps lutte de toutes ses forces contre la perte de poids. Juste un très rapide rappel de définition avant, pour que vous compreniez bien tous ces résultats. Vous avez tous entendu parler de la notion de métabolisme, qui est l'ensemble des réactions chimiques nécessaires à un être vivant pour se maintenir en vie, se reproduire, fonctionner, etc. Réactions qui reposent sur les principes thermodynamiques, c'est-à-dire que, pour parler simplement, on peut mesurer les besoins énergétiques de notre organisme en termes de calories. En général, on distingue d'abord le métabolisme de base, qui correspond aux besoins minimums de l'organisme pour survivre et faire fonctionner nos organes, maintenir la température du corps, etc. Ce métabolisme de base est une mesure dans un monde idéal, faite au réveil, après 8 heures de sommeil, dans une pièce noire, à température constante, en étant à jeun de 12 heures, etc. Les chercheurs utilisent donc plutôt le métabolisme au repos, qui est simplement la version réaliste dans des conditions moins strictes. Et je vais donc parler ici de métabolisme au repos plutôt que de base. À retenir, c'est très important pour la suite, le métabolisme de base ou celui au repos est normalement proportionnel à sa masse. C'est-à-dire qu'une personne obèse de 150 kg va en général avoir un métabolisme de base supérieur à une personne de 80 kg, ce qui est logique puisqu'il y a plus de tissus biologiques, des organes plus gros, plus de peau, etc. Donc besoin de plus d'énergie pour faire fonctionner l'organisme. Chez un parfait sédentaire, le métabolisme au repos représente la majorité des dépenses énergétiques. Pour avoir votre métabolisme total sur 24 heures, on ajoute l'effet thermique des aliments, qui correspond à toute l'énergie dépensée par l'organisme pour digérer et transformer les aliments. Enfin, on a l'énergie dépensée pour l'activité physique, que l'on peut séparer en 2 catégories. L'exercice physique, le sport, pour faire simple, et l'activité physique non sportive, qui correspond à tous les mouvements effectués dans la journée, marcher, porter des objets, faire du vélo, etc. Bien sûr, il y a des cas spécifiques et des détails à ajouter, mais revenons pour le moment à notre étude sur The Biggest Loser. Les chercheurs ont donc comparé à T0, 6 mois après et 6 ans après, le poids, les taux de masse grasse et de différentes hormones, le métabolisme au repos, le métabolisme total, la dépense en activité physique, etc. Résultat, pendant les 30 semaines de l'émission, les participants avaient effectivement eu une perte de poids essentiellement de masse grasse, assez impressionnante, avec une moyenne de 58 kg. 6 ans après, ils avaient pour la plupart repris une bonne partie du poids perdu, 70% en moyenne, mais avec une perte qui restait d'environ 17 kg par rapport à T0. Le vrai point d'étonnement vient du métabolisme au repos. À la fin des 30 semaines, il avait fortement diminué, passant de 2600 à 2000 calories en moyenne par jour, ce qui est parfaitement normal avec la perte de masse et la diminution des apports. On sait depuis longtemps que l'organisme s'adapte. Mais la grosse surprise vient du fait que 6 ans après, et malgré le poids repris, ce métabolisme au repos restait très bas, environ 1900 calories, une valeur inférieure de 500 calories par rapport à une personne du même poids, mais qui, elle, n'aurait jamais fait de régime. Pour faire simple, pour maintenir leur perte de poids, ils ont été obligés pendant les années après l'émission de soit lutter contre leur faim pour manger 500 calories de moins qu'une personne ayant toujours fait le même poids, soit de dépenser 500 calories en plus par jour. Alors, cela ne signifie pas que maintenir une perte de poids est impossible, on parle ici d'un cas extrême. D'autres travaux sur des pertes de poids beaucoup moins drastiques montrent que le métabolisme peut revenir à la normale après la période de régime,
Mais retenez vraiment que votre corps mettra toujours en place des mécanismes pour lutter contre la perte de poids et qu'il est normal d'arriver à un plateau dans cette perte pendant votre régime quand votre métabolisme s'est adapté à vos apports réduits. Dans tous les cas, cette histoire vous permet déjà de comprendre que ce concept de manger moins et bouger plus n'est pas faux, mais ne prend pas en compte tout un tas d'autres mécanismes biologiques qui vont lutter justement contre cette perte de poids. Ce qui n'empêche pas que le sujet des calories ingérées et dépensées est fondamental à comprendre avant de pouvoir rentrer dans le détail de ces mécanismes. Depuis le début de cette partie, on parle de calories, mais je ne vous ai toujours pas donné la définition exacte. À la base, une calorie est une unité de mesure correspondant à l'énergie nécessaire pour faire monter la température d'un gramme d'eau d'un degré Celsius. Mais pour ne pas faire simple, en diététique, en plus, on utilise la grande calorie qui correspond à 1000 calories, qu'on écrit sous les sigles kilocal ou cal avec un grand C. Bref, retenez juste que lorsque je parle de calories, c'est toujours celle utilisée en diététique, la grande calorie. Et cette unité a permis de définir à la fois le potentiel d'énergie contenu dans les aliments et l'énergie dépensée par notre corps, le métabolisme. Pour les aliments, le système que l'on utilise encore aujourd'hui nous vient d'un chimiste américain, Wilbur Olin Atwater, qui à la fin du 19e siècle a enfermé des volontaires dans un calorimètre, une sorte de grosse boîte hermétiquement fermée, permettant de mesurer le métabolisme de la personne à l'intérieur grâce à sa respiration, et leur a fait manger différents aliments en mesurant les quantités non digérées via les excréments. Il a obtenu au final les valeurs encore utilisées aujourd'hui sur toutes les étiquettes, 4 calories pour 1 gramme de protéines ou 1 gramme de glucides et 9 calories pour 1 gramme de lipides, plus l'alcool qui est un cas à part avec 7 calories pour 1 gramme. Si on en restait là, on pourrait se dire qu'effectivement, une calorie est une calorie, quelle qu'en soit l'origine, mais ces valeurs correspondent en fait à l'énergie disponible dans les aliments et non pas celle qui sera au final absorbée. Premièrement, si on en revient à notre schéma sur le métabolisme, le nombre de calories que votre organisme utilise chaque jour. Comme je le disais, vous avez le métabolisme de base, l'activité physique sportive et non sportive et l'effet thermique des aliments. Quel est ce dernier élément? C'est l'énergie que votre corps va dépenser pour digérer et assimiler les aliments, énergie qui diffère suivant les macronutriments. Le coût est d'environ 5 à 10% de l'apport total pour les glucides, 0 à 3% pour les lipides et 20 à 30% pour les protéines, avec une légère variation de quelques pourcents suivant les sources scientifiques. Mais pour être concret, si on prend à chaque fois la fourchette haute, si vous mangez par exemple 100 calories de glucides purs, vous allez dépenser 10 calories pour la digestion et l'assimilation. Et il vous restera à la fin 90 calories à absorber. Pour 100 calories de lipides, ça sera 3 calories dépensées, et pour 100 calories de protéines, ce sera jusqu'à 30 calories de dépensées. On voit donc ici qu'il y a une réelle différence entre les protéines et les deux autres macronutriments. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens gagnent moins de poids que prévu quand ils surconsomment des protéines par rapport aux lipides et aux glucides. Je ne suis absolument pas en train de vous vendre les régimes hyperprotéinés, mais c'est un point important que je vous demande de garder dans un coin de votre tête. Sachant que dans un repas équilibré, de toute façon, qui mélange différents aliments, cet effet thermique va représenter au final entre 7 et 10% en moyenne des calories ingérées. Il n'y a pas seulement la nature des macros qui va influer sur les calories absorbées, mais aussi le degré de transformation et de cuisson des aliments. Pour faire simple, cuire ou transformer par des actions mécaniques, les aliments diminuent l'énergie dépensée par la digestion et augmentent l'énergie absorbable. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'invention de la cuisson a été une étape très importante, mais pas la seule, dans le développement de notre gros cerveau, puisque nos ancêtres avaient plus d'énergie à consacrer à cet organe. Pour faire simple, la cuisson et la transformation sont comme une prédigestion. Ça prémâche le travail de votre corps et cela peut même donner accès à plus d'énergie au sein de l'aliment. 3 exemples concrets pour comprendre. Si on mange du blanc d'œuf et que l'on compare la quantité de protéines réellement absorbée au final, suivant qu'il soit cru ou cuit, on note une nette différence avec environ 95% d'absorption pour le blanc d'œuf cuit et 65% pour le cru. Second exemple, dans une étude de 2010, des chercheurs américains ont comparé l'énergie dépensée pour digérer un sandwich au fromage avec 2 versions différentes. Dans un cas, avec du pain multicéréal et du fromage cheddar,
et dans dans l'autre sandwich du pain blanc et du fromage industriel. Les deux sandwichs avaient la même teneur en calories et à peu près la même répartition en macronutriments. L'énergie dépensée pour la digestion de la version transformée a été seulement la moitié de celle dépensée pour la version peu transformée, 10 versus 20% du total du repas. Troisième exemple est mon préféré avec les oléagineux, noix, amandes, noisettes, etc. La structure de ces aliments fait qu'une bonne partie des nutriments et notamment des lipides, du gras, dans le cas des oléagineux, est protégée par des parois cellulaires qui les rendent difficilement accessibles par la digestion. En gros, plus vous transformez les noix, plus vous allez pouvoir absorber de calories. On le voit déjà rien qu'avec la mastication, où on a comparé l'énergie perdue dans les selles avec le nombre de mastications, et on voit bien que plus de mastication égale plus d'énergie absorbée. Et donc, de même, on va absorber plus de calories d'une purée d'amandes, où elles ont été simplement écrasées, que d'amandes entières. Ce qui fait que les valeurs caloriques des oléagineux sur les emballages et les bases de données sont globalement fausses aussi, car elles sont basées sur la formule d'Atwater dont j'ai parlé juste avant et ne prennent pas en compte cette quantité d'énergie qui n'est pas digérée car protégée derrière ces parois cellulaires. Pour résumer, si vous achetez par exemple un sachet d'amandes entières et un pot de purée d'amandes où elles ont simplement été broyées, vous aurez sur l'étiquette normalement à peu près la même valeur calorique. Mais d'une part, vous n'allez pas en absorber la même quantité, un peu plus dans le cas de la purée, et d'autre part, dans les deux cas, cette quantité absorbée sera inférieure à la valeur affichée sur les étiquettes. D'autres critères peuvent influer sur l'énergie absorbée d'un aliment comme la quantité, le type de fibre, cela va diminuer un peu les calories absorbées, la flore intestinale, suivant le type de bactéries que vous avez dans vos intestins, certaines peuvent vous faire absorber un peu plus ou un peu moins de calories. Et donc tout cela rend un comptage précis compliqué en situation réelle, mais en plus de tous ces paramètres, il y a le fait que les valeurs sur les emballages et les bases de données restent des moyennes. Vous pouvez avoir une certaine variation suivant le mode de production notamment, sans parler aujourd'hui des effets de la hausse du CO2 dans l'atmosphère qui réduit la teneur en protéines et en micronutriments de nombreuses plantes. Donc au final, après ce long déballage de problèmes, vous vous demandez sans doute si les calories ont le moindre intérêt pour répondre à notre question pourquoi on grossit. Le fait qu'un comptage exact en situation de vie réelle soit très compliqué ne change pas la réalité des lois de la thermodynamique. Mais faut-il encore savoir si on mange vraiment plus de calories? Étudier les calories consommées par habitant sur le long terme est un exercice un petit peu complexe pour lequel il faut que je vous donne quelques clés de compréhension. Si on veut avoir des chiffres par an et par habitant sur plusieurs décennies et pour tous les pays, on va avoir seulement la quantité de nourriture disponible, produite en fait. Ce qui est un peu différent de la quantité réellement consommée au final, puisque entre les deux, on a tout le gaspillage alimentaire, la quantité de nourriture jetée à la poubelle ou perdue. Ce qui nous intéresse dans les courbes que je vais vous montrer, c'est la tendance, donc pas forcément le chiffre exact, qui vous verrez est un peu supérieur à ce que vous pouvez avoir en tête. En précisant tout de même que l'on sait que ces tendances ont un sens, parce que d'une part, si on fait le calcul en prenant en compte ce gaspillage alimentaire, on va voir que l'on reste quand même sur une croissance continue des calories consommées. Mais comme il n'y avait pas suffisamment de données par pays pour que j'applique ce correctif du gaspillage, je ne l'ai pas fait. L'important est de retenir que cela reste proportionnel. Et d'autre part, on sait grâce à des études expérimentales, notamment sur l'augmentation continue de la taille des portions des produits alimentaires, que chez la majorité des gens, plus de calories disponibles égale plus de calories consommées. Il n'y a pas de débat sur le fait que les calories consommées ont augmenté dans l'immense majorité des pays depuis 50 ans. Regardons justement ces données en détail. J'ai pris ici 4 pays symboliques, Allemagne, France, Royaume-Uni et États-Unis. Il y a des variations annuelles bien sûr, mais si on prend la tendance générale, on observe une nette augmentation des calories disponibles sur les 50 dernières années, presque 300 calories par jour en plus pour la France et même 800 calories pour les États-Unis. On peut aussi regarder des pays où l'explosion de l'obésité a été beaucoup plus importante et spectaculaire, comme ici avec le Mexique, l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, où pour cette dernière, les calories disponibles ont carrément doublé. Comme je le disais, ça ne nous indique qu'une tendance de fond, une moyenne assez vague, avec toute l'imprécision qu'apporte la récolte de ce type de données. Il nous manque 2 éléments importants, le détail de la composition de ces calories, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, et l'autre versant du problème, l'activité physique, savoir si les dépenses énergétiques ont-elles bougé en parallèle. Juste un dernier graphique pour vous montrer les évolutions sur le temps long,
car on peut se demander si cette augmentation récente est quelque chose d'unique dans l'histoire. Vous vous doutez qu'avant le XXe siècle, on ne comptait pas vraiment les calories, mais si on croise les sources historiques disponibles avec quelques modèles mathématiques, on peut avoir une bonne estimation tout de même des tendances. Encore une fois, on ne s'attarde pas sur la valeur exacte d'une année, on regarde les tendances et je vous ai pris deux pays, la France et les États-Unis, depuis 1800. Les deux ne partaient pas tout à fait du même niveau, mais le 19e siècle est celui de la première révolution industrielle, la production agricole augmente et les apports énergétiques aussi, jusqu'à atteindre un palier au début du 20e siècle et de rester stable jusqu'aux années à peu près 1970, où l'on a effectivement cette explosion très rapide des apports caloriques. Nous venons de voir les calories entrantes, celles que l'on mange. Regardons maintenant celles que l'on dépense, à savoir l'activité physique en dehors du métabolisme de base que j'ai déjà détaillé. Est-ce que l'on se dépense moins qu'avant? Quel rôle joue l'activité physique dans la prise de poids? Vous allez le voir, les choses sont moins évidentes qu'il n'y paraît. Historiquement, l'espèce humaine, comme toutes les autres espèces animales, a évolué en lien avec une activité physique que l'on considérerait aujourd'hui comme très soutenue. Pendant 95% de l'histoire d'Homo sapiens, en tant que chasseur-cueilleur, marcher, courir, chasser, creuser, grimper, etc. Et avec l'invention de l'agriculture, cette activité physique a changé, mais n'a pas nécessairement baissé en volume pour la majorité de la population. Les travaux dans les champs sont restés très physiques jusqu'à la mécanisation moderne. Le changement de paradigme est intervenu avec la révolution industrielle, mais surtout au cours du XXe siècle, où pour vous donner une image parlante, on a transféré toute une partie de l'énergie que l'on dépensait physiquement avec nos corps sur des sources d'énergie externes, à commencer par le pétrole. Énergie pour se déplacer avec la voiture, énergie des tâches quotidiennes avec l'électroménager, énergie pour produire la nourriture. On estime par exemple que la mécanisation des tâches ménagères, lave-linge, lave-vaisselle, appareil de nettoyage, etc., représente une perte depuis les années 1960 d'environ 360 calories dépensées en moins par jour pour les femmes dans les pays développés. Ce qui n'est absolument pas une mauvaise chose, bien entendu, mais il faut juste en avoir conscience. Contrairement aux calories avalées dont je vous ai montré l'évolution sur des décennies, il n'existait pas vraiment de mesures scientifiques de l'activité physique globale dans le lointain passé. Nous n'avons que des chiffres assez récents, mais qui sont déjà très parlants. Il faut savoir déjà que l'Organisation mondiale pour la santé définit le niveau minimum d'activité physique pour les adultes à 150 minutes d'endurance modérée par semaine ou 75 minutes d'endurance soutenue, soit par exemple 3 fois 50 minutes de jogging à vitesse moyenne ou 30 minutes de marche rapide 5 jours par semaine, ce qui n'est vraiment pas beaucoup comparé à nos ancêtres. Mais même ce niveau de base n'est pas atteint par des centaines de millions de personnes dans le monde, et on retrouve d'ailleurs dans les pays les plus inactifs des pays avec les plus forts taux d'obésité. 40% des Américains, 47% des Brésiliens, 53% des Saoudiens ou 67% des Koweïtiens sont en dessous de ce niveau. En France, si on prend l'étude nationale sur le sujet, Esteban, on note une forte baisse de l'activité physique chez les femmes, rien que sur ces 10 dernières années, et une explosion du temps passé devant les écrans, passant de 53 à 80% d'adultes, passant plus de 3 heures par jour devant des écrans. D'autres indicateurs permettent de mesurer cette évolution, comme les capacités cardio-respiratoires. Des chercheurs australiens ont notamment compilé les données de 25 millions d'enfants de 19 pays, montrant que les 9-17 ans avaient perdu au moins 20% de capacité cardio en 40 ans, une bonne partie de cette baisse étant due à la prise de poids des enfants. C'est un cercle vicieux. En résumé, oui, nous sommes globalement beaucoup moins actifs physiquement que par le passé, une sédentarité qui est parallèle au développement économique des pays. Mais est-ce pour autant le responsable de l'obésité et suffit-il de faire du sport pour perdre du poids? L'immense majorité des travaux montrent que ce niveau minimum d'activité physique recommandé par l'OMS, 150 minutes par semaine, sans changement d'alimentation par ailleurs, n'a pas d'effet notable sur la perte de poids. Il faut au moins le double ou le triple, de 125 à 420 minutes par semaine, pour avoir des effets significatifs. Il faut savoir qu'en plus, un gros problème des études sur les liens entre sport et perte de poids est que les chercheurs utilisent exprès des exercices basiques, à commencer par la course à pied, pour que tous les participants des études puissent les suivre sur du long terme. Il existe bien sûr des études où des gens ont perdu du poids avec différents sports, de la musculation, du HIIT,
du crossfit, etc. Mais elles sont d'une part trop peu nombreuses et surtout trop courtes dans la durée. Ce qui nous intéresse ici, c'est la perte de poids à long terme. Il y a un autre problème avec l'exercice physique, ce sont les comportements compensatoires. D'une part, quand elles pratiquent un sport un minimum intense, certaines personnes vont avoir tendance à compenser le reste de la journée en réduisant au minimum leur activité physique, ce qui fait qu'à la fin de la journée, le total des calories dépensées ne sera pas forcément supérieur à un sédentaire. D'autre part, les effets de l'exercice sur l'appétit varient d'une personne à l'autre, l'augmentant chez certains ou pas chez d'autres. Certaines études semblent indiquer que les femmes ont plus tendance à augmenter leurs apports caloriques que les hommes en compensation du sport. Et il ne faut pas oublier qu'il sera toujours beaucoup plus rapide d'avaler par exemple 900 calories avec un burger frites en 5 minutes que de dépenser ces mêmes 900 calories avec une heure de course à pied derrière. Alors, serait-il inutile de faire du sport et d'être physiquement actif? Absolument pas. Je ne parle même pas des incroyables bénéfices pour la santé sur tous les autres paramètres que le poids, qui sont tout simplement innombrables. Et il y a un dernier concept qu'il nous reste à voir, c'est celui de flux énergétique. Si je prends deux cas de figure différents où chaque personne est à l'équilibre pour maintenir son poids. Dans le premier, la personne mange 1500 calories par jour et en dépense autant. Elle a un flux énergétique assez faible. Et dans l'autre, on a 3000 calories qui rentrent et 3000 qui sortent. On va dire qu'elle a un haut flux énergétique. En passant en revue toutes les études sur le sujet pour écrire cette vidéo, il m'est vraiment apparu qu'il s'agissait d'un concept fondamental, mais trop peu mis en avant. En effet, grâce à toute une série de mécanismes de contrôle dont on parlera dans la troisième vidéo avec le cerveau, le corps humain est capable d'adapter assez naturellement les calories avalées avec le niveau de dépense physique, mais seulement jusqu'à un seuil minimum, en dessous duquel l'organisme a beaucoup plus de mal à se réguler. Pour faire simple, quand on est trop sédentaire et inactif, la régulation de l'appétit et de la satiété commence à se dérégler et il devient beaucoup plus facile de manger plus que ses dépenses. Du point de vue de l'évolution, c'est logique qu'un haut flux énergétique soit la condition normale de la biologie humaine dans des environnements où le niveau d'activité physique a toujours été élevé. C'est pour cela que les études montrent surtout une efficacité de l'activité physique pour maintenir la perte de poids sur le long terme plutôt que pour en perdre. Mais dans un scénario de perte de poids où une personne viserait par exemple un déficit calorique, est-ce que le résultat serait le même si dans un cas elle serait très sédentaire avec 1800 calories dépensées et 1500 calories avalées, et dans l'autre elle serait très active toute la journée avec 2800 calories dépensées et 2500 avalées? Dans les deux cas, on a 300 calories de déficit, mais dans le deuxième, il sera normalement beaucoup plus facile de gérer son appétit. Elle aura une bien meilleure composition corporelle à la fin, avec plus de masse musculaire, et elle aura plus de facilité à maintenir sa perte de poids ensuite. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous ont certainement perdu du poids grâce au sport, et c'est formidable. Mais je vous rappelle juste encore une fois qu'une anecdote personnelle n'a pas de valeur scientifique, qu'il faudrait surtout mesurer précisément à la fois votre métabolisme total et les calories avalées pour identifier la source principale du déficit calorique permettant la perte de poids. Et que surtout ici on s'intéresse aux tendances de fond touchant la population globale pour comprendre l'origine de l'obésité. Pour conclure sur ce sujet des calories, si on résume ce que l'on vient de voir, manger plus de calories que l'on en dépense fait prendre du poids, c'est de la physique, de la thermodynamique de base, nier ce fait est juste absurde. Si on regarde les tendances à long terme, on a effectivement une forte corrélation entre l'explosion de l'obésité depuis 40 ans et une nette augmentation des apports caloriques moyens dans la plupart des pays. De l'autre côté, nous sommes effectivement bien moins actifs physiquement depuis 50 ans, mais au-delà des autres problèmes de santé que la sédentarité peut augmenter comme les maladies cardiovasculaires, cette sédentarité n'est pas la principale responsable de l'obésité. Ce serait plutôt un facteur très aggravant, facilitant le fait de manger plus en déréglant l'appétit. Il est donc fondamental, au-delà même du sport, d'être tout simplement le plus possible actif physiquement tout au long de la journée avec une grande diversité de mouvements, mais ne pas attendre exclusivement de cette activité physique toute la perte de poids. Est-ce qu'il est pour autant utile de compter les calories avalées? On a évoqué tous les problèmes permettant un comptage réellement précis, et ce n'est pas forcément nécessaire. On a fait ça pendant des milliers d'années. Cela peut juste être un outil utile pour les personnes ayant besoin d'une vision chiffrée
de leurs actions ou celles ayant des besoins spécifiques comme des sportifs devant maintenir un poids très précis. Si l'on a du poids à perdre, il faut de toute façon être en déficit calorique, mais cela peut se faire plus naturellement avec la bonne alimentation et de l'activité physique suffisante, comme on l'a vu, pour contrôler son appétit. On peut donc conclure que c'est bien le fait de manger plus, d'avoir eu cet apport massif de calories supplémentaires, qui a causé l'épidémie d'obésité. Sauf qu'il s'agit plutôt d'une conséquence. Nous n'avons pas encore l'explication de cette hausse de la consommation, la réponse à la question pourquoi on mange plus, le vrai facteur déclencheur. Car si c'était une fin en soi, le conseil manger moins et bouger plus fonctionnerait sans problème, comme je l'ai évoqué au début de cette partie, ce qui n'est pas du tout le cas. Dernier point, il faut savoir que par contre, en opposition totale avec tout ce consensus scientifique que je viens d'évoquer, la plupart des grands industriels de l'agroalimentaire défendent l'idée que tout, absolument tout, n'est qu'une question de manque d'activité physique et qu'il n'est donc pas besoin de changer son alimentation et de ne surtout pas arrêter leurs produits. Une des raisons pour lesquelles tous ces groupes financent abondamment les compétitions sportives, notamment beaucoup d'initiatives locales avec des enfants, pour bien leur mettre dans la tête cette idée. Et le groupe Coca-Cola représente certainement le mieux ce lobbying anti-science en ayant notamment financé il y a quelques années une pseudo-ONG, le Global Energy Balance Network, et c'est responsable de plusieurs millions de dollars. ONG censée faire avancer la recherche sur l'obésité, alors que son discours ne consistait qu'à défendre l'idée que le manque d'exercice était le principal responsable de l'obésité et qu'il n'y avait donc certainement pas besoin d'arrêter de boire des sodas ni l'alimentation industrielle en général. ONG qui avait ensuite fermé suite à ces révélations par le New York Times. Mais ce discours continue d'être défendu par tous les responsables de la communication de ces groupes, malheureusement, parce qu'il faut bien comprendre la philosophie qui se cache derrière ce discours. C'est que tout n'est qu'une question de responsabilité individuelle, que les industriels n'ont donc certainement pas à être régulés pour compenser le soi-disant manque de volonté des consommateurs, ce qui est assez faux, comme on le verra dans la troisième vidéo de cette série. Il nous reste donc à définir qui est le responsable de cette augmentation massive des calories avalées. Et dans la prochaine vidéo, nous regarderons en détail si ce sont plus particulièrement les lipides ou les glucides, comme certains le pensent, avec la fameuse guerre du sucre contre le gras. Je vous rappelle bien évidemment l'importance de vous abonner à la chaîne et surtout à ma newsletter pour rester informé de la sortie des nouvelles vidéos. Le lien est juste en dessous. Toutes les références des études utilisées pour écrire cette vidéo sont également sous la vidéo sur mon blog. Et vous pourrez télécharger la version texte, le format e-book des 3 vidéos à la fin de cette série. D'ici là, prenez soin de vous, vive l'esprit critique et vive la science.